À l'heure de l'assaut donné par la Sûreté du Québec tout près, à Montréal, des couche-tard qui ignorent tout du drame ont sombré depuis peu dans le sommeil. Ils ont assisté la veille à un spectacle éclaté du rocker français Alain Bachung. Ils n'étaient que 700, mais ils ont vibré entre autres aux formidables accords des Vertiges de l'amour. À l'autre bout du monde, ce sont plutôt les Vertiges de la liberté qui en font vibrer certains. À preuve, le camarade Mikhaïl Gorbatchev vient d'être réélu au poste de secrétaire du Parti communiste. Cet homme va changer le cours des choses. Les délégués du parti de Lénine, de Staline et autres gloires de l'humanité s'en doutent bien, ils ont voté à contre-cœur. Ces hommes d'appareil ont montré tout à la fois leur refus de changements fondamentaux et leur incapacité à trouver un remplaçant à Mikhaïl Gorbatchev. Au même moment, un de nos esprits libres à nous, le grand Jean Duceppe, en excursion de pêche au Saguenay, était hospitalisé d'urgence à Chicoutimi. Son malaise survient le jour même où son fils, Gilles, annonce sa candidature aux prochaines élections partielles dans la circonscription de Laurier. Il va y défendre les couleurs du bloc politique récemment fondé par l'ex-ministre conservateur Lucien Bouchard. On se demande bien si l'un et l'autre survivront longtemps dans la jungle de la politique canadienne. Bien loin de tous ces bruits et de toute cette fureur, des Québécois se la coulent douce sur les plages de la Nouvelle-Angleterre. Il y a de quoi. Le dollar canadien atteint la marque des 86 cents américains. Gilbert Rozon, le créateur du festival Juste pour rire, n'est pas plus à plaindre que ses vacanciers. Il vient d'apprendre que le gouvernement fédéral, tout comme Québec et Montréal, est prêt à investir des millions dans son projet de musée de l'humour qui, aux yeux de certains, a des allures de mauvaise farce. En 1990, les Mohawks vivant au Québec sont regroupés sur 2 réserves et un territoire, soit Akwesasne, Kanawake et Kanesatake. Notre communauté de Kanesatake a une population de 1800 personnes. On est autour de 1000 personnes qui vivent sur le territoire et un autre 800 qui vivent à travers le Québec et le Canada, qui sont allés trouver des emplois à l'extérieur, qui sont allés à l'école, qui sont pas chez nous. Tout est partout. Il y en a à peu près 12 000 Mohawks quand on inclut la population de Kahnawake et Akwesasne, notre communauté. Le gouvernement joue un peu le rôle de tuteur et les Amérindiens n'ont jamais le titre de propriété formelle sur les terres qu'ils occupent. C'est un droit d'usufruit. Ils ont le droit de l'occuper. Ils n'ont pas le droit de la céder à des Blancs. Ils n'ont pas le droit de les vendre. Donc, c'est des terres qui sont placées essentiellement sous la protection, sous la supervision du gouvernement canadien. Chez nous, on a des petits commerces, des artisanats. On a aussi des jeunes aujourd'hui qui sont instruits, qui commencent à travailler comme des avocats, des ingénieurs. C'est plus des emplois traditionnels comme avant. Un petit peu d'agriculture, mais pas beaucoup. On devient de plus en plus éduqués. Ce sont aussi des Autochtones qui sont citadins, contrairement aux autres qui sont davantage des gens qui sont restés en forêt ou plus proches de leur mode de vie traditionnel. Jusqu'au début du 19e siècle, il semble que la majorité des Iroquois de Kanawake et de Kanesatake, lorsqu'ils parlaient une autre langue que le Mohawk, parlaient surtout le français. C'est seulement qu'à partir, je dirais, des premières décennies du 19e siècle, où on voit que les Iroquois de la région de Montréal se collent très près du pouvoir britannique. Ceux qui dirigent les affaires indiennes sont des Britanniques, c'est des officiers britanniques, donc c'est la langue anglaise quand même qui s'implante assez rapidement. Le 11 mars 1990, les Mohawks du Long House dressent une barricade à l'entrée d'un chemin menant au terrain sur lequel le golfe municipal d'Oka doit être agrandi. Les Mohawks de Kanesatake s'opposent à cet aménagement sur des terres dont ils revendiquent la propriété. Au Québec, il y a 73 000 Autochtones. Ils ont tous leur réserve. Les Mohawks d'Oka, de Kanesatake, n'ont pas leur réserve. Toutes les autres les ont. On parle toujours des revendications territoriales et le monde, ils disent, ben pourquoi des revendications territoriales? C'est quoi l'histoire? Un bon matin, Champlain est arrivé ici, a fondé Québec, c'était merveilleux. Les Algonquins et les Hurons, ils ont dit, ben on a des problèmes parce que les Iroquois qui contrôlent le Richelieu puis le Saint-Laurent, ils nous bloquent le chemin. Venez nous aider. Fait qu'il est parti avec son arquebuse. Il n'y avait jamais un Indien qui avait vu un fusil de sa vie. Il est tombé une bombe atomique devant les Iroquois. Et il était là, une trentaine d'Algonquins. Les Iroquois étaient en face, puis là, ben, les Algonquins se sont écartés. Et puis Champlain le raconte, il dit, j'ai levé mon arquebuse. Il dit, j'ai visé un des gars en face, puis il en est tombé 2. Les Iroquois, ils ont perdu 2 de leurs chefs. Ah, ils n'ont jamais pardonné à Champlain.
Et ces guerres-là vont durer, en fait, jusqu'au début des années 1660, jusqu'au moment où le roi Louis XIV va décider d'envoyer dans les colonies le régiment de Carignan-Salière pour mettre un terme définitif aux guerres iroquoises. Et à la suite de cette expédition-là, il va y avoir un grand traité de paix en 1667. Et une des clauses importantes de ce traité-là, c'était qu'on autorisait dorénavant les Jésuites à aller s'établir chez les Iroquois et à fonder des missions dans les différents villages des 5 nations de la Ligue iroquoise. Au milieu des années 1670, un groupe d'Iroquois va demander aux Sulpiciens, qui sont à ce moment-là les seigneurs de l'île de Montréal, de leur concéder ou de leur accorder des terres pour qu'ils puissent déménager et s'installer sur l'île de Montréal. Les Sulpiciens vont finalement consentir en 1677 et vont créer une première mission sur l'île de Montréal, au pied du Mont-Royal. Très vite, les Sulpiciens vont encourager les Iroquois à se déplacer vers un autre endroit, au Sault-Recollet, et cette mission-là va être installée à partir des années 1690. Mais encore là, la stratégie des Sulpiciens va être sensiblement la même. On laisse les Iroquois pendant quelques années dans ce secteur-là. Ensuite, on les encourage à se déplacer et encore là, une fois, pour récupérer les terres qui ont déjà été défrichées, qui sont donc très disponibles pour des colons. Il faut savoir que les Sulpiciens ne sont pas les seuls à adopter cette stratégie-là. Les Jésuites font sensiblement la même chose à Kahnawake. Donc, dès que les Iroquois déplacent leur village vers l'ouest, la stratégie des Jésuites, c'est de récupérer ces terres-là pour pouvoir en tirer ensuite des bénéfices en les concédant des colons. Et au début des années 1710, les Sulpiciens vont demander qu'une nouvelle terre, qu'une nouvelle concession leur soit faite pour pouvoir déplacer leur mission. Et finalement, en 1717, la Cour de France va se plier aux demandes des Sulpiciens et il va leur accorder la terre, la seigneurie du lac des Deux-Montagnes en pleine propriété, comme si c'était une seigneurie comme les autres. Et ce type de concession-là est vraiment à l'origine du problème, ce qu'on appelle la crise d'Oka, parce que les Iroquois ont toujours considéré que le roi de France avait concédé une seigneurie, mais non pas aux Sulpiciens, mais à eux, pour qu'ils puissent justement se déplacer et s'installer de manière définitive sur de nouvelles terres. On a des droits qui ont été garantis par des traités dans le passé, quand le Canada était tout nouveau. Dans plusieurs cas, les traités n'ont pas été respectés. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des problèmes. La question territoriale revient toujours parce que le non-respect des traités existants. La première pétition très officielle qui est adressée par les Iroquois de Kanesatake, c'est en 1781 qu'on la voit. Et par la suite, pendant plusieurs années, en fait, pendant toute la fin du 18e siècle, pendant tout le 19e siècle, les Iroquois de Kanesatake vont adresser une série de pétitions aux autorités britanniques. Donc, à quelques reprises, dans les années 1780-90, au début du 19e siècle, on enquête, on réexamine les titres, on écoute les Iroquois, on écoute leur tradition orale, mais finalement, on arrive toujours à la conclusion que cette terre-là appartient bel et bien aux Sulpiciens et non pas aux Iroquois de Kanesatake. Le gouvernement a toujours dit non, vous n'êtes pas propriétaire des terres. Ce sont les Sulpiciens. Mais les Sulpiciens, à un moment donné, ils ont vendu l'église au village d'Oka. Ils ont vendu des terrains, et puis il n'y a jamais eu un seul Indien qui a pu être propriétaire. En 1910, il va y avoir, donc, il y a un premier procès qui a lieu. Malheureusement pour les Iroquois, la décision leur est défavorable. Le tribunal, en examinant l'ensemble des documents, en examinant les titres qui sont présentés, arrive, comme les autorités britanniques au 19e siècle, à la conclusion que cette terre-là appartienne bel et bien aux Sulpiciens et non pas aux Iroquois de Kanesatake. La cause est portée en appel, cette fois-là, devant ce qui est à ce moment-là le plus haut tribunal du Canada, c'est-à-dire le Conseil privé de Londres, et la décision qui est rendue en 1912 est encore là défavorable aux Iroquois de Kanesatake. À Oka, le gouvernement fédéral n'a pas accepté dans les années 70 et 80 la revendication des Mohawks, mais a reconnu une injustice historique, puisque, contrairement ailleurs au Canada, il n'y avait pas de réserve indienne, il n'y avait pas de territoire unifié. Donc, le fédéral, pour corriger cette injustice historique-là, a mis en place un processus de réunification des terres. Il respectait deux principes, fort simples. On respecte la propriété privée des citoyens canadiens et on corrige une injustice historique. Donc, ça devait se faire sur une longue période. Le rachat, les gens allaient volontairement vendre leurs terres et le gouvernement fédéral allait racheter puis réunifier des terres pour faire un territoire unifié pour les Mohawks de Kanesatake. Autour de 1973, il se forme une société des Warriors, une société des guerriers à Kahnawake, sous l'impulsion du fait que les Mohawks se sentent un peu envahis par des Blancs à l'intérieur de leur réserve. Par la suite, ça demeure relativement calme. Le mouvement ne prend pas beaucoup d'ampleur. Mais en 1978, il y a des policiers de la Sûreté du Québec qui se risquent sur la réserve. Et à ce moment-là, ils sont encerclés par des gens de la réserve. Et dans la panique, un des policiers tire sur un Mohawk et le tue. Donc, à partir de là, il n'y aura plus jamais un policier
de la Sûreté du Québec qui va mettre les pieds sur la réserve à Kanawake. Et la Société des guerriers prend vraiment, à ce moment-là, une expansion assez énorme au niveau de son influence, surtout. Mais dans les années 80, avec la montée des taxes sur les cigarettes, ces choses-là, le commerce illicite entre le Canada et les États-Unis s'intensifie dans la réserve d'Akwesasne. La réserve d'Akwesasne qui est aussi probablement l'endroit où il y a le plus de traditionalistes et le plus de nationalistes Mohawks. Et arrive 88, la GRC envahit la réserve de Kanawake, saisissent un paquet de cigarettes, arrête un paquet de monde. La Société des guerriers se manifeste là, vraiment, c'est sa première manifestation publique là, qui va surprendre tout le monde autour de Montréal, bloque le Pont-Mercier. Et ça dure à peu près 30-36 heures. On s'est rendu compte, surtout à ce moment-là, qu'il était d'une efficacité assez diabolique. Si vous sentez que vous ne pouvez pas coexister avec nous, vous pouvez déménager. Mais il faut que vous compreniez clairement. Les Mohawks ont toujours été là. Vous êtes sur notre territoire, puis on va toujours être ici. Je pense qu'on pourrait retarder le terrain de golf et le développement domiciliaire et régler ce problème historique. La municipalité s'est dit, dépêchons-nous avant que le gouvernement fédéral achète ces terres-là. Essayons de rentabiliser ces terres-là, découper un territoire non zoné agricole, en faire des condominiums de luxe avec une belle vue sur le lac des Deux-Montagnes, et puis un beau 18 trous, parce qu'il y avait déjà un golf de 9 trous. Et ensuite de ça, on voulait agrandir ça, couper une forêt mixte, là, couper une partie de la Pinède, empêcher le cimetière Mohawk de se développer parce qu'on allait ceinturer complètement. Il y a eu un mouvement de désobéissance civile qui se voulait réunir de tous les Mohawks de toute tendance politique. Et là, on a érigé dans un parc municipal une barricade symbolique qui visait simplement, qui n'était même pas sur une route, mais un chemin dans un parc, et qui visait, par contre, à empêcher le développement, la coupe d'arbres de la Pinède et le développement, la coupe de la forêt pour le golf. On va nommer un négociateur fédéral, M. Desilets, qui va venir essayer de tempérer tout ça. Il est arrivé ensuite la guerre des casinos d'Akwesasne, qui, de mars, avril, pendant toute la fin, jusqu'à la fin avril à peu près, monte graduellement. Dès le 1er mai, la Sûreté du Québec avait planifié l'intervention qu'elle va faire le 11 juillet 90. Et c'est à cause d'un événement qui arrive à Akwesasne. Il y a une tuerie cette nuit-là. Ça va se tirer pendant toute la nuit à Akwesasne, jusqu'à temps que les chargeurs soient vidés, jusqu'à temps que chacun des belligérants n'ait plus de balles. Sinon, ça se serait probablement poursuivi tout au cours de la journée. Il y a deux groupes, les pro-casinos et les anti-casinos. Et ça finit par faire 2 morts. Lorsque les policiers ont envahi Akwesasne le 1er mai, les Warriors sont comme en déclaration de guerre ouverte contre toutes les autorités élues à l'intérieur de ces réserves-là. Et c'est évident qu'ils contestent leur pouvoir. Et c'est ça qui va déplacer le travail de la Sûreté du Québec d'Oka vers Akwesasne, parce qu'à Akwesasne, il y a une urgence, là. S'il y a un conflit aussi de compétences entre les policiers pour intervenir sur un territoire, ça aide pas, ça. Ça favorise la criminalité. C'est ce qui s'est passé à Akwesasne, puisqu'on ne contrôlait plus la frontière canadienne, puisqu'il y avait un conflit de compétences politiques. Donc là, il y a eu un trou dans la frontière pendant des années, puis c'est pas juste des cigarettes ou de l'alcool. Aujourd'hui encore, c'est des immigrants, puis des drogues, puis des armes. Donc ça, évidemment, il y a un dossier, là, puis à Kanasatake, puis à Kanawake, probablement, les gens sont au courant qu'il y a une petite mafia autochtone. Il y a une grande partie de la population, autant que les Mohawks, veulent garder la forêt, et vous ignorez ça. Vous continuez à vous entêter à réaliser un projet qui met la sécurité sociale du village en danger. Ils ont, à mon avis, présentement, pour objectif d'obtenir par la violence une occupation illégale, des menaces et le chantage, que la municipalité d'Oka cède une partie du territoire actuel. On va finir par se le mettre dans la tête. Tout le monde dit que c'est une réserve. Oka, c'est pas une réserve. Qui sont totalement... Le responsable des affaires autochtones envoie une lettre au maire d'Oka, Jean Ouellette, dans laquelle il le supplie carrément de renoncer à sa demande d'intervention à la Sûreté du Québec. Il le supplie et il lui dit presque
qu'il y a un danger, qu'il y ait des coups de feu tirés et que des personnes soient tuées. Nous avions d'autres alternatives que de remettre le dossier à la Sûreté du Québec. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Les pacifistes, les gens qui étaient contre l'utilisation des armes à feu, ont dû quitter les barricades 3 jours avant la crise d'Oka. Les gens qui représentaient la Confédération iroquoise. Et la Société des guerriers a pris littéralement le contrôle de la barricade à ce moment-là. Il y a une malconception que notre peuple chez nous, notre monde de Kanesatake s'est fait tasser par des warriors de l'extérieur. Pendant cet été-là, c'était une question de médias où les gouvernements ils ont mis l'idée dans la tête de la population en général que c'est des gens d'extérieur qui sont venus semer de la trouble ici. C'était pas la réalité qu'on vivait. Les warriors sont du monde de chez nous, des autres réserves Mohawks, qui sont venus nous appuyer dans le territoire. Et la SQ va tenir un meeting exceptionnel toute l'après-midi, toute la soirée. Et même, je dirais, la décision d'intervenir, c'est peut-être pris aux petites heures de la nuit. On l'a jamais vraiment su. Curieusement, la Sûreté du Québec était pas mal au courant de ce qui se passait. Et curieusement, la direction de la Sûreté du Québec a malgré tout autorisé cette intervention-là à Oka. Et ils avaient les informations venant d'informateurs et d'autres sources qui disaient qu'il y a un groupe paramilitaire, vous allez provoquer, vous allez favoriser le développement de ces groupes paramilitaires-là si vous intervenez de cette façon-là. Ni le ministre de la Sécurité publique, ni le premier ministre Bourassa ne sont prévenus de la décision de la Sûreté du Québec. Pendant cela, moi, j'étais dans mon automobile à Oka et j'attendais. J'avais fait le pari que pile, ils viennent pas le lendemain matin, puis je vais avoir passé une nuit blanche, puis c'est pas plus grave que ça, je vais me coucher après. Ou face, ils viennent, puis ça va être l'histoire de ma journée, puis je serai là. Hein? Il y avait eu un tel crescendo là, des appels de l'un et de l'autre. On croyait vraiment pas que la Sûreté du Québec irait se mettre les pieds dans les plats de la sorte et qu'elle irait intervenir à ce moment-là. Si bien que vers 2h15, mon pointeur m'appelle, me dit « Alain, l'hélicoptère vient de partir, puis il y a plein de gars armés, casqués dans l'hélicoptère. » Il dit « Je sais pas ce qu'ils vont, mais il était 5 ou 6 dans l'hélicoptère. » Ça, c'est suspect, c'est pas normal en pleine nuit que l'hélicoptère parte comme ça, etc. Donc, après ça, il me rappelle vers les 3h30, il dit « Écoute, il y a des camions Tilden qui viennent d'arriver. » Ben là, je dis « Mon Dieu, ça commence à se préciser. Ils n'arriveront pas à identifier. » On attend. À 7h20 le matin du 11 juillet, on lançait des bombes lacrymogènes dans Pinel. Le vent renvoyait toute la fumée sur les policiers. Ça ressemble à Police Académie numéro 9. On est rentré avec un bélier mécanique pour défaire la barricade qui bloquait l'accès au chemin du Mille et que ça s'est mis à tirer une pétarade à n'en plus finir. Et je peux vous assurer que c'était assez impressionnant à cause des arbres, hein, les arbres magnifiques de cette pinède-là. Là, on parle de pins de centenaire, puis d'entendre les balles ricocher là, par dizaines sur les pins. On sait aujourd'hui que les Autochtones utilisaient de la munition qui n'était pas de la munition toute parfaite, qui était de la munition qui avait été rejetée par les usines de ICI. Puis c'était pas des petites balles, on parle de 2,23 chemisées, full metal jacket. Ça, c'est une balle avec un penetrator. C'est une balle militaire qui est faite pour tuer, qui vous transperce n'importe quel organe, puis même peut en transpercer un deuxième, s'il y en a un deuxième derrière, etc. C'est ce qui est arrivé à Marcel Lemay, au fond. Marcel Lemay, la balle est rentrée par ici, il était dans cette position-là, la balle est rentrée par traverser. Hein. J'étais là à ce moment-là, j'étais juste sur le bord de la forêt, je les voyais même pas. Ils étaient au moins une 60aine. Donc, ils encerclaient complètement le territoire, comme en 2001, si bien qu'ils étaient tout à fait maîtres de ce territoire-là. Aussitôt qu'ils ont vu la police foncer, ils ont tiré. On était en direct pratiquement tout le temps parce que ça a été un feu roulant jusqu'à peu près 9h moins 20, 9h moins quart, ces eaux-là, quand Marcel Lemay va tomber. Le caporal Marcel Lemay est atteint au cœur d'une balle de calibre 223.
Voyant cela, les policiers rebroussent aussitôt chemin en abandonnant derrière eux leur matériel. Les Mohawks s'emparent de 4 voitures, de 2 camionnettes et du bélier mécanique, et ils dressent une nouvelle barricade, cette fois sur la route 344, qu'ils bloquent. Comme chef du gouvernement, je ne peux pas accepter que lorsque les forces policières font appliquer la loi et qui font leur devoir, il y ait des victimes comme on en a connu ce matin. Ça me paraît intolérable. Simultanément, à Kahnawake, la situation est complètement différente. Là, on réagit immédiatement en temps d'1 heure ou 2 à l'intervention policière de la SQ à Oka et on bloque encore une fois, une deuxième fois, le pont Mercier. Et c'est là que va se dérouler, c'est vraiment le nœud de la crise va se trouver là. C'est devenu une insurrection, puisque les pouvoirs publics Mohawks ont décidé d'appuyer ça. Et à ce moment-là, il y a eu comme une alliance des différentes composantes de la société Mohawk. Il y a les traditionnalistes, il y a le conseil de bande, et M. John Horton, à ce moment-là, stratégiquement, peut-être qu'il ne voulait pas être la courroie de transmission des gouvernements pour réprimer les warriors, mais il a décidé plutôt de s'allier à la société des guerriers dans ce conflit-là. Les policiers dressent des barrages routiers à différents points d'entrée d'Oka, si bien que seuls les résidents et les journalistes sont autorisés à circuler librement. Au lendemain de l'assaut raté de la Sûreté du Québec, un sondage révèle qu'une majorité de Montréalais désapprouvent l'intervention policière et soutiennent les Amérindiens au détriment de la municipalité d'Oka. Ces Montréalais ont-ils plus que d'autres le sens des réalités? Sont-ils mieux informés que d'autres Québécois? Ou se sentent-ils solidaires de ces Amérindiens parce qu'ils croient avoir une large part de sang indien qui leur court dans les veines? Avons-nous du sang amérindien? Eh bien, oui, nous en avons, et la plupart des Québécois francophones en ont, mais ils en ont très peu. Pourquoi? Parce qu'ils descendent essentiellement des Français qui sont venus dès le 17e siècle. Alors, au programme de recherche en démographie historique à l'Université de Montréal, en mesurant l'ascendance de la population qui se marie dans les 30-35 dernières années du régime français, on mesure quoi? On mesure le sang, autrement dit le patrimoine génétique. Que nous donne cette mesure? Elle nous dit que les conquis, les Canadiens français conquis en 1760, sont à 97% d'origine française. Or, 95% du sang des francophones de 1960 provient des conquis de 1760, 2 siècles plus tôt. Donc, le patrimoine génétique des francophones des dernières générations provient essentiellement, presque exclusivement, on pourrait dire, des Canadiens français de 1760, qui eux-mêmes n'ont que fort peu de sang amérindien. Avec toutes ces mesures, nous sommes obligés de conclure que le sang amérindien, oui, beaucoup de Québécois en ont, mais dans une fraction, en moyenne, extrêmement limitée. Cette compréhension temporaire des positions amérindiennes par les Montréalais n'est absolument pas partagée par les citoyens de la Rive-Sud, qui sont dorénavant privés du pont Mercier. 500 d'entre eux se sont massés le long des barrages de la Sûreté du Québec établis à la frontière de Châteauguay et de Kahnawake. Il s'en est fallu de peu pour que la situation ne dégénère. Le gouvernement nous prend pour des zéros. On a plein le dos. C'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'on en veut au gouvernement. Un comité de citoyens de Châteauguay, privé de route et bien fâché de pont, me demande, personne ne nous appuie, il n'y a pas de leader, tout le monde a peur, c'est l'attentisme. Voulez-vous venir? Je me sentais un peu gêné parce que j'avais un micro. On me dit, je me serais de mon micro finalement pour faire de l'agitation. Et je m'étais rendu, je me rappelle, j'avais grimpé au sommet d'une roulotte, j'avais fait un discours sur l'histoire. Et j'avais rappelé qu'on n'avait pas de honte à être les descendants des colons français. Il y avait un warrior qui était au sommet de sa barricade, emmitouflé avec la mitraillette, et je lui avais fait un doigt d'honneur. Les gens avaient dit, c'est épouvantable, il y a froid, il n'y a pas froid aux yeux, il n'y a pas peur. Il n'y a pas question d'avoir peur. J'ai fait un droit d'honneur parce que c'était inadmissible qu'un gars occupe une rue puis décide de me couper ça pendant 78 jours. C'est comme ça que je voyais ça, moi. C'est John Chacha lui-même qui participe à ces négociations-là. Ça se passe dans la Pinette d'Oka. Ces ententes-là vont permettre, tout simplement, ils ne permettront pas grand-chose, ils vont tout simplement permettre de trouver comme un cadre de négociation pour la suite des choses. Les Mohawks ne sont pas pressés de négocier. John Chacha, à ce moment-là, de bonne foi, je crois, permet l'arrivée des conseillers spirituels. Ça se passe à peu près une semaine après la crise d'Oka. Et les conseillers spirituels des Mohawks arrivent à Oka, et parmi ces gens-là,
il y a Lauren Thompson et plusieurs autres personnes qui, de près ou de loin, sont associées au commerce des cigarettes qui se passe à Kanawake et à Akwesasne. On n'a pas réagi à ce moment-là, mais c'est quand même un tournant important de la crise parce qu'à mon avis, la cause des gens d'Oka, de la pinette d'Oka, est confisquée par les Warriors, carrément. Parce que là, c'est eux qui viennent prendre le contrôle à l'intérieur des barricades et c'est eux qui vont dicter ce qui va se passer dans les négociations subséquentes. Il n'est pas question que l'on négocie alors que les barricades sont maintenues et nous ne négocierons pas alors que les armes sont utilisées pour provoquer les négociations. Le gouvernement fédéral panique complètement. Il ne sait pas quoi faire. Ils vont acheter les terrains en espérant que ça va tranquilliser les Mohawks. Peut-être que ça l'aurait satisfait les traditionalistes Mohawks à l'intérieur d'Oka. Mais déjà, à ce moment-là, au moment où le gouvernement fédéral fait ça, c'est plus eux qui contrôlent le conflit. C'est les Warriors. Et les Warriors, eux, ne se satisfont pas de ça. Ils veulent que la police sorte d'Akwesasne, ils veulent que la police sorte de Kanawake, et ils veulent surtout que la police évacue les barrières qu'ils mettent autour d'Oka. C'est leurs enjeux à eux, les enjeux des Warriors, qui deviennent les enjeux prédominants pour reprendre le trafic de cigarettes qui, à ce moment-là, attire déjà des millions de dollars de profit. Les autorités fédérales annoncent qu'elles sont prêtes à acheter la paix. Elles acquéreraient le golfe d'Oka pour l'intégrer aux terres des Mohawks. Les négociations s'enlisent. On arrive à la fin de juillet. L'affaire traîne depuis une vingtaine de jours. Ce sont des propositions qui sont globales. À partir du 4e ou 5e jour, je peux vous dire, juste vous donner un exemple, là, c'était devenu tellement long et fastidieux. Il se passait tellement à rien, il faut tout vous dire. On se fait même un chandail, Club Med d'Oka. On se faisait toutes sortes de blagues comme ça. On passait des grandes journées de seuls, les journalistes, à côté de la barricade. Il n'y avait pas un autochtone là-dedans. Là. La Pinède était vide. Ils dormaient, ces gens-là. Là. Parce que souvent, ils passaient les nuits blanches. Puis le jour, ils dormaient, ils comptaient sur nous pour surveiller la barricade. On était un peu manipulés, d'une certaine façon. Des centaines d'Autochtones et leurs sympathisants manifestent leur appui aux Mohawks à travers le Canada. Tous demandent l'intervention urgente du gouvernement fédéral. La Confédération des 6 nations iroquoises s'adresse même à la Commission des droits de la personne de l'ONU pour que celle-ci intervienne. Le Premier ministre du Québec a demandé l'aide des forces canadiennes pour aider les partis à mettre fin à la confrontation. Le 12 août, les ministres Chia et Seddon se rendent derrière les barricades d'Oka pour signer une entente sur les préconditions à la négociation qu'a obtenue le juge Gould. Cette scène montrant 2 ministres signant une entente avec un warrior masqué dans une zone occupée par des insurgés armés scandalise l'opinion publique. Le gouvernement québécois est blâmé par certains pour son manque de jugement. Le même jour, à Saint-Louis-de-Gonzague, en banlieue sud de Montréal, une nouvelle manifestation de solidarité Châteauguay est violemment réprimée par la Sûreté du Québec. Quelques 150 citoyens sont blessés à la suite des coups de matraque assénés par les policiers. 8 d'entre eux sont arrêtés. Ça devient une crise sociale quand même aiguë au Québec. À partir de ce jour-là, les policiers de la Sûreté du Québec seront pris à partie tous les soirs par des citoyens devant la barricade de Kanawake. La tension atteint un niveau insupportable. Je comprends qu'il y en a des révolutionnaires qui sont écœurés, mais ils ne sont pas l'affaire à fesser sur tout le monde comme ils font là. Il y a une première ronde de négociation à la trappe de Oka, avec un négociateur provincial qui s'appelle Alex Patterson et un négociateur fédéral Bernard Roy. Ils rencontrent des groupes très variés d'une journée à l'autre. À un moment donné, après une séance de négociation, les Mohawks décident de quitter en disant qu'ils ne négocient pas après le coucher du soleil. On est loin d'être rendu au bout du tunnel. M. Patterson et Roy, après 5 ou 6 séances, se retirent d'ailleurs. Il lance la serviette. Il voit bien que ça mène absolument nulle part. The government wants these talks to fail so that they can have a legitimate excuse to put the army on the Indian people and kill us. Le Premier ministre du Québec a demandé l'aide des forces canadiennes pour aider les partis à mettre fin à la confrontation. À l'aube du 20 août, près de 900 militaires entreprennent le démantèlement des barrages policiers érigés autour de Kanesatake et de Kanawake. Ils les remplacent par ce qu'ils appellent des postes de contrôle. Le 28 août, à 17h,
les militaires lancent un ultimatum de 24 heures tout en assurant qu'ils poursuivent leur déploiement et leur préparation. Restez calme, bougez pas, pointez pas d'armes. Le 29 août, l'armée se présente à une des barricades de Kahnawake élevées à Sainte-Catherine sur la route 132. À la surprise générale, les Warriors sans armes aident les soldats à combler les tranchées et à démanteler la barricade. À Oka, les Warriors isolés manifestent leur colère et déclarent avoir été trahis. Le dernier jour du mois d'août, l'armée investit la place et encercle la quarantaine d'Autochtones qui résistent encore. L'armée, qui a été appelée en renfort, repousse les Mohawks d'Oka dans leur dernier retranchement autour du centre de désintoxication. Ça va durer un mois, c'est une dernière partie-là de la crise. Et pendant cette partie-là de la crise, arrivent de nouveaux personnages qui se manifestent. Et on va appeler ça les négociations de la dernière chance. Et ça va durer encore là plusieurs semaines. Et est-ce qu'on essaie de négocier finalement un cadre, on ne l'appelle pas comme ça, mais c'est un cadre de reddition. Comment faire en sorte qu'ils ne perdent pas la face? Parce que finalement, leur combat est perdu. Le 1er septembre, en soirée à Kahnawake, l'armée prend le contrôle du pont Mercier. On en est au dernier long week-end de l'été, celui de la fête du travail. Il est prévu que le pont ouvrira pour la rentrée. C'est la fin de ce que certains appelleront l'été indien. Depuis que le pont Mercier a été réouvert à la circulation, depuis que ils ont constaté qu'à Kahnawake, l'unanimité autour des Warriors s'est fragilisée et que les Warriors ont été obligés d'abandonner le pont Mercier, les gens d'Oka se sentent complètement isolés. Mais sauf qu'ils résistent parce qu'ils ne peuvent pas laisser le conflit mourir comme ça. Ce serait une défaite complète. Donc, ils résistent pendant tout un long mois. Ça va être pénible de voir arriver des événements vraiment assez pénibles. Hey! Have him shoot! Shoot! You fucker! Get him out of here! Shoot! Les Mohawks sont vraiment en train de paniquer. Ils sont en état de panique pure et simple. Et ils essaient d'intimider les militaires, mais les militaires ne se laissent pas du tout intimider. L'image de leur face-à-face fait le tour du pays. La crise d'Oka demeurera à jamais symbolisée par ce saisissant affrontement d'un jeune soldat et d'un warrior masqué. Le soldat Cloutier devient une espèce de héros parce que la photographe de la Canadian Press, dans un seul cliché, montre vraiment quelque chose. Il y a une puissance vraiment là, qui se dégage de cette photo-là et qui montre vraiment, qui illustre complètement la situation à ce moment-là. Les Mohawks paniquent, les soldats sont tout à fait maîtres de la situation et la crise s'enlise vraiment là, dans son dernier droit là, à partir de ce moment-là. Le 18 septembre, une explosion de violence est provoquée par une opération menée par l'armée et la Sûreté du Québec sur l'île Tekakwitha à Kahnawake. À l'entrée de l'île, 200 Mohawks s'attaquent aux soldats qui font le guet pendant qu'une soixantaine de policiers recherchent des armes. 10 militaires sont sévèrement battus par les manifestants au point d'être évacués immédiatement. 75 Amérindiens sont blessés ou incommodés par la fumée. On réduira et remplacera graduellement l'effectif de l'armée à Oka par celui de la Sûreté du Québec. L'armée continuera d'apporter tout le soutien technique et logistique nécessaire pour aider les autorités policières de la province. À compter de 18h le 26, là, cet après-midi-là, avec le convenu qui sortirait du centre de désintoxication, un après l'autre, un derrière l'autre. Ah, ils n'ont jamais respecté ça. Ils sont sortis de tous bords, de tous côtés. Là, les policiers, encore une fois, avaient avancé un autobus, puis là, ils ont été décontenancés. C'est sûr que ceux qui étaient plus connus, comme Gordon Lazor ou encore Ronald Cross, Lasagne, c'était plus facile de les repérer, c'était plus facile d'identifier, c'était plus facile à... Surtout, c'était ceux-là qu'on voulait probablement le plus, là. Dans les 50 insurgés qui ont été arrêtés à la fin, là, il y avait une personne qui avait un dossier judiciaire. Une personne, qui était Ronald Cross. Il s'était déjà battu dans un bar. C'était le 26 septembre 1990, le 78e et dernier jour de la fameuse crise d'Oka. De rester pendant les 78 jours avec ma famille, à supporter le monde qui ont resté. De voir des troupes des forces armées de Canada se déployer dans une communauté autochtone, c'était pas croyable que ça pouvait arriver au Canada. Et c'était très, très décevant comment ça s'est déroulé. Et d'être privé des nécessités de la vie comme
qui s'est passé, la nourriture, les médicaments, le droit de passage libre au Canada, on était tous privés de ces droits de base de même. On parle de 78 jours d'une couverture journalistique sans précédent au Québec. Hein? C'est la première fois qu'on a fait de la télé en direct, mur à mur, sur un fait divers au Québec, à mon avis. Je pense que ça s'était jamais produit avant. Bousculer une programmation régulière pour jouer ça, c'est probablement là qu'est née l'idée des LCN, RDI, etc. Hein? On s'est aperçu que l'information, c'était vendeur. Ça a été un événement où le médiatique a prédominé le politique, parce que le politique ne négociait pas non plus. Au moindre incident, le moindre information, on allait en direct, sans toujours avoir la chance de pouvoir tout vérifier. On m'avait accusé encore une fois d'avoir attisé puis mis de l'huile sur le feu puis d'avoir fait de l'information spectacle. Qui n'en a pas fait à ce moment-là quand les téléjournaux cherchaient les meilleures images et puis Journal de Montréal comme La Presse, c'était le meilleur cliché. Tout ça était de la foutaise, tout le monde fait de l'information spectacle. S'il n'y avait pas de spectacle dans l'information, on ne s'intéresserait pas à l'information, point à la ligne. Ça me fait rire. Malgré cette couverture journalistique sans précédent, on a dit toutes sortes de sottises dans cette crise-là. Le coroner a écouté les témoignages pendant des années et il situe le gouvernement fédéral comme étant l'institution qui est responsable de la crise d'Oka, puisqu'on l'avait averti que ça pourrissait la situation, qu'il y avait un danger et qu'il y avait, dans ce cas-là, pas mis des mécanismes de médiation suffisants, puis il n'est pas intervenu assez rapidement pour empêcher le pourrissement de la situation. Les effectifs d'élite de la Sûreté du Québec, en juillet, ils étaient en vacances. Le coroner a questionné la Sûreté du Québec. Ils ont attaqué une barricade, sachant qu'il y avait des armes à feu, et n'évacuèrent pas, on n'a pas évacué la population. Il y avait des femmes, des enfants, il y a des citoyens locaux qui ont entendu des balles voler, et il y a il aurait pu y avoir beaucoup plus de morts, compte tenu de l'échange de coups de feu qui a duré je ne sais pas combien de temps. Le coroner a critiqué aussi les Mohawks, en disant à la fin que les Mohawks, dans leur discours, ils parlent de l'arbre de la paix, que des traditionnalistes qui disent avoir enterré les armes depuis toujours. Il y a un discours pacifique. Et là, évidemment, il a critiqué. Il a dit, vous avez utilisé des méthodes violentes. Vous avez favorisé, évidemment, cette violence politique-là. J'ai toujours été pacifique. Et voir comment le monde peut réagir, comment notre peuple peut être attaqué comme c'était, ça cause le monde à questionner le problème d'être pacifique et de recourir à des armes pour se défendre. C'est une vraie dilemme, puis il y a beaucoup de gens chez nous qui ont dealé avec ce problème-là. Personne ne veut parler publiquement, ressasser tous ces vieux souvenirs-là, surtout s'ils ont été des figures importantes durant la crise, comme porte-parole, par exemple, de leur communauté, parce que c'est comme rouvrir des plaies. C'est un sujet très, très touché pour le monde de se parler. Il y a beaucoup d'émotions avec la crise de 90. Ces gens-là appartiennent à une culture d'une richesse inestimable et s'il faut qu'elle disparaisse en passant l'éponge dessus, au nom de l'efficacité, ben le Canada va perdre quelque chose en termes de personnalité. Juste avant 90, le monde parlait, mais il n'y a pas de personne qui écoutait des problématiques de chacun. Fait que quand le monde ne parle pas, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait une malcompréhension des situations. Évidemment, là, on a des moyens pour éviter le développement d'une crise politique. Puis on a une expérience aussi du côté des politiciens puis des policiers qu'on n'avait pas dans les années 90. On a compris qu'on avait intérêt à négocier hors la présence des caméras puis du public. Fait que c'est un changement de philosophie, surtout au niveau du gouvernement, qui parle plutôt du partenariat qu'à la place d'être le grand frère des Indiens. Fait que c'est vraiment un changement envers le partenariat. On voit tout de suite que les ententes avec les Autochtones administratifs, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de solutionner les grandes questions de droits ancestraux. Et vous avez vu, à Oka, maintenant, on a sa propre police. La seule manière de se mieux comprendre, c'est de se parler, c'est de s'éduquer une et l'autre des traditions et les coutumes de une et l'autre. Et c'est de cette manière-là qu'on va venir à se comprendre. C'était à la fois un événement médiatique, à la fois un réel événement d'histoire, où on aurait pu avoir l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur un peuple qu'on connaissait pas beaucoup. On essaie de se rappeler de plus en plus que pas juste deux peuples fondateurs, et c'est malheureusement des crises comme ça qui nous amènent à changer de mentalité,
Et ça a participé, là, disons, là, à une meilleure connaissance de la réalité autochtone, puis comment intégrer ça dans nos institutions politiques. Une crise comme qui s'est arrivée chez nous en 1990 ne pourra pas se reproduire tant et aussi longtemps qu'il y a de la dialogue entre toutes les parties.